Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 21 février. Avec 31 jours sans pluie, la France égale le triste record du printemps 2020. Mais en hiver, c'est du jamais vu. Aucune période de l'année n'est épargnée par la sécheresse. Dans certaines forêts, la cote d'alerte est dépassée. Dans une parcelle comme celle-ci, si on n'intervient pas, c'est la forêt qui va mourir. Là, on a en face de nous une forêt qui est en train de mourir. Quelles sont les conséquences de cette pénurie d'eau en France et dans le monde? Comment notre agriculture peut-elle s'adapter? Peut-on s'inspirer des pays du sud de l'Europe? Réponse dans une minute. Et puis, pendant toute cette semaine, un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on analyse les conséquences de ce conflit. Gros plan sur l'économie ce soir. Les Français face à l'inflation, la souveraineté énergétique, une nouvelle route des céréales, les sanctions contre Poutine et les oligarques. En 12 mois, le monde a basculé. Explication à découvrir dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord donc le constat d'un hiver désespérément sec avec Reda Amraoui. Pour s'en rendre compte, il faut prendre un peu de hauteur. 30 jours sans une goutte, en plein hiver. À Saint-Coron de Lauzun, on n'avait jamais vu ça. Pourtant, dans cette vallée située entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne, des retenues d'eau existent pour aider les agriculteurs. Mais le constat est là, 100 mm de précipitations recensées depuis juin, 4 fois moins qu'à l'accoutumée. On sait d'ores et déjà qu'on aura un problème de remplissage. Vu l'époque, on est quand même bientôt à mi-février. À mon avis, si on gagne encore 20 ou 30% de plus, ça sera le maximum. Alors, on s'adapte. Préoccupé, ce producteur de tomates active son plan B. Oui, bien sûr qu'on est inquiet. Bien sûr, on a investi sur du matériel de plantation et de récolte qu'on va faire à l'entreprise à l'extérieur. On compense ce manque à gagner en faisant de la prestation de services à l'extérieur, sur des personnes qui auront de l'eau pour arroser. Cet épisode de sécheresse hivernale ne sera pas le dernier. Et face à la multiplication de ces phénomènes, les scientifiques sont formels. Il va falloir consommer moins, consommer différemment. Ça veut dire qu'on va devoir changer un certain nombre de pratiques. On a parlé cet été des golfs. Les golfs, ça peut devenir compliqué. Alors à chaque fois, c'est des petits volumes d'eau là aussi. Mais ces mesures sont loin de faire l'unanimité. Pour preuve, cette manifestation d'agriculteurs à Mont-de-Marsan contre de potentielles mesures de restriction. Un mois sans eau, scientifiques et éleveurs constatent le fléau, mais sont désunis pour trouver les solutions. Je vous présente tout de suite les invités de notre premier débat. Marie Pétenati, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, vous êtes hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière. Mathieu Brun, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur scientifique de la Fondation Farm et chercheur. Frédéric Danet, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des questions environnementales, auteur de ce livre Rencontre avec des écolos remarquables qui est paru aux éditions Delachaux et Niestlé. Et j'accueille Frédéric Saïs, bonsoir. Bienvenue, bonsoir, vous êtes journaliste politique et éditorialiste pour Sens Public. Je redonne ce chiffre, évidemment, ce record, si l'on peut dire, triste record, 31 jours sans pluie en France en hiver, record de 2020 égalé. Ça veut dire cumul de précipitations agrégées sur toute la métropole inférieur à 1 mm chaque jour. C'est ce que ça veut dire. Marie Pétenati, si on compare au record de 2020, c'était au printemps. Donc là, on est en hiver. Ça veut dire quoi? C'est inédit ce qu'on est en train de vivre en hiver. J'ai vu qu'il y avait en 89, il y avait eu une vingtaine de jours d'affilée, c'est ça sans Alors, pluie. c'est des phénomènes qui ne sont pas inédits. Ça s'est produit dans le passé. Bien sûr, cette année, ça va être très compliqué parce que ce manque de précipitation va se cumuler avec une année précédente, 2022, où on observait déjà un déficit de précipitation hivernale et donc une problématique de recharge des nappes qui doit se faire à cette époque de l'année. Mais est-ce qu'on a déjà eu 31 jours sans pluie en hiver en France ? Alors, je ne m'avancerai pas sur ces chiffres-là, puisque moi, je suis la spécialiste des eaux souterraines et pas de Météo France. Mais effectivement, là, sur cette année, on a un déficit de pluviométrie qui s'accumule. Mais depuis 2017, on peut voir qu'on a déjà eu des épisodes précédents. 2018, 2019, on a sauté l'année 2021 parce que là, il y avait pas mal de précipitations. Mais on peut voir que ces phénomènes se répètent d'année en année sur ces 5 dernières années. Mathieu Brun, il faut peut-être
pour vous, c'est évident, mais rappelez pourquoi ces mois d'hiver sont cruciaux quand on parle de nos nappes phréatiques. Alors effectivement, pour l'instant, quand on regarde la nature, on n'a pas de plantes ou très peu de feuilles qui auraient besoin d'eau, mais comme l'a dit Marie, on est à une période de recharge des nappes. Donc on est en train d'accumuler de l'eau dont notre corps et les plantes auront besoin dans les prochains mois, puisqu'on va faire planter les pommes de terre, les endives, le maïs, le blé dans les prochains mois, et c'est à partir du printemps, puis à partir de l'été aussi, dont on aura besoin de cette eau. Et puis les arbres fruitiers, c'est pareil, on n'est pas encore à une phase de bourgeons qui apparaissent, mais très bientôt, les feuilles vont arriver, elles auront besoin de cette eau pour croître. Si on n'a pas d'eau, ça veut dire que si on n'a pas de stock d'eau non plus, si les sols n'ont pas d'eau non plus, on aura un vrai problème de rendement et de production dans les prochains mois. Et il y a un effet de cumulation de saison en saison, d'une certaine façon, si les nappes phréatiques ne se rechargent pas, enfin, ça va de pire en pire, est-ce qu'on peut dire ça ? Je pense que la situation, elle serait beaucoup mieux décrite par Marie, mais... Il faut que je pose mes questions au bon invité. Eh bien, répondez, Marie. Oui, en effet, il y a différents types de nappes. En fait, il y a des nappes qui vont être à recharge active, donc qui vont se recharger assez rapidement, donc qui vont bénéficier des épisodes pluvieux plus facilement et se recharger. Donc en France actuellement, on observe sur certaines nappes des niveaux plutôt satisfaisants. Puis il y a des nappes qui sont plus inertielles, qui vont mettre plus de temps à se recharger et qui vont être plus marquées, voilà, au niveau de ce déficit. Et en effet, là où on va stocker l'eau, c'est dans les nappes. Et cette année, la difficulté, c'est qu'on est parti avec des sols très secs. Et lorsque on prend souvent la comparaison avec une éponge que vous laisseriez traîner sur le bord de votre lavabo, qui est très sèche, pour la réhydrater, ça prend plus de temps qu'une éponge qui est déjà mouillée, avec laquelle vous allez essuyer votre table plus facilement. On a bien compris, merci. Merci pour cette comparaison qui est ultra claire pour moi et donc j'imagine pour beaucoup de nos téléspectateurs. Frédéric, moi je lis beaucoup l'expression bomba de retardement pour évoquer ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'elle vous semble juste et peut-être qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans nos habitudes de consommateurs, de citoyens cet été ? Ça veut dire qu'il va falloir continuer à... Alors, l'an dernier, on s'est dit, il y a eu la sécheresse, on a pris conscience de tout est passé. Ensuite, il a plu, il y a eu la guerre en Ukraine, il n'y a pas le MAD maintenant, on a complètement oublié. Et là, rebelote. Donc, il faut se dire que les efforts qu'on a commencé à consentir en 2022, il va falloir les consentir tout le temps. C'est comme pour les économies d'énergie, c'est pas à un moment donné, c'est tout le temps. Et là, effectivement, il y a certains endroits, notamment le bassin Adour-Garonne, le sud-ouest qui est le plus affecté, à la fois par des manques d'eau dans les nappes et par des manques d'eau sur les fleuves et les rivières, notamment la Garonne, où on va se retrouver face à un mur. L'an dernier, on a pu faire face à ce mur, on a pu sauter au-dessus. Par exemple, un agriculteur que j'avais interviewé pour Marianne, qui travaille à Péchaudier, dans le Tarn, à 50 km à l'est de Toulouse, qui a failli se retrouver sans aucune eau d'irrigation, parce que le barrage des Camas, je crois, qui devait l'irriguer, lui fournir de l'eau, lui a dit, mais non, on arrive à la limite de ce qu'il est légalement possible de fournir, donc dans 3 jours, on n'aura plus rien, vous n'aurez plus rien. Et puis finalement, en jouant sur une irrigation la nuit, en allant chercher de l'eau qu'on a pu trouver sur d'autres barrages, on a pu irriguer. Mais si là, il ne pleut pas, cette année, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que va devenir cet agriculteur concrètement début juillet ? Même début juillet, on ne sait pas. Donc, si vous voulez, la situation actuelle, elle est gérable si on continue à faire ce qu'on a toujours fait pour gérer l'eau, mettre tout le monde autour de la table, discuter. Ça, on sait très bien le faire en France, mais il va falloir discuter encore plus, encore mieux pour éviter les inévitables conflits d'eau et leur aggravation possible. L'eau, c'est une histoire politique, c'est une histoire humaine. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, le conflit d'eau ou la guerre de l'eau, c'est une hypothèse française aussi, Mathieu Brun ? C'est-à-dire ça pourrait arriver. Vous nous dites qu'il y a des instances, il y a les 2 ministres chargés de la transition écologique, enfin le ministre et la secrétaire d'État reçoivent ce jeudi justement pour faire un premier point, avancé dans l'année d'ailleurs, un point sur la situation hydrographique en France. Ils vont recevoir, je crois, les préfets des 7 grands bassins ensuite. Donc on anticipe ça. Mais la guerre de l'eau, est-ce que c'est une terminologie que vous trouvez prématurée, exagérée en France, ou une hypothèse qu'il faut vraiment envisager ? J'ai beaucoup de difficultés à mettre guerre et eau dans la même phrase, parce qu'en fait, c'est plus des conflictualités, même si on regarde au niveau international, donc des conflits qui sont nourris par l'absence d'eau ou par les problèmes d'accès à ces ressources naturelles. Donc on n'aura pas de guerre de l'eau, parce qu'en France, on a en plus des systèmes, des dispositifs, des politiques publiques qui permettent d'organiser. Par contre, il y aura très certainement des choix
à faire, des priorités stratégiques, parce que quand on parle d'eau, on parle aussi d'énergie, donc de production d'énergie. On se rappelle qu'il y a quand même une crise énergétique mondiale avec une guerre en Ukraine. Donc c'est les prix alimentaires qui sont concernés, ce sont les prix énergétiques qui sont également concernés. Et l'eau, elle est absolument essentielle. Peut-être que vous aurez les chiffres plus en tête que moi sur le total d'eau qu'on utilise pour produire notre alimentation. Au niveau mondial, c'est 70-80% des ressources en eau renouvelables qui sont utilisées pour l'agriculture, pour se nourrir. Donc si on en a moins, ça va devenir très compliqué de le faire. Et quand les gens ont faim, là, on est devant des risques forts de conflictualité. Vous parliez de choix à faire. On voyait dans le sujet tout à l'heure la question des golfs. Alors on peut se dire c'est anecdotique, mais d'après vous, ça fait partie des pratiques dans ce contexte qui, à l'avenir, dans les années, dans les décennies à venir, paraîtront totalement folles, paraîtront totalement inutiles. Non, sauf s'ils recyclent l'eau. Oui. Et c'est le problème en France. Sauf s'ils recyclent l'eau. Voilà, on ne réutilise que 1% des eaux usées, contrairement à, c'est toujours le même exemple, l'Espagne c'est 15%, Israël c'est 75%, la capitale de la Namibie où je suis allé c'est 90%. Donc oui, si les golfs réutilisent la totalité ou une grosse partie de l'eau qu'ils utilisent déjà, ce sera anecdotique. Après, il faut faire attention, il ne faut jamais oublier que l'eau doit regagner les milieux naturels. Donc si on réutilise tout, c'est toujours ça en moins pour les milieux naturels. C'est une question d'équilibre en permanence, l'eau. D'équilibre entre les pouvoirs, d'équilibre entre les usages que l'on peut faire. C'est pour ça que c'est passionnant, ça dit tout sur la situation de la France. Est-ce que les prochains mois, là, s'il se met à pleuvoir beaucoup, ça peut sauver nos nappes phréatiques ? Ça peut en sauver certaines, évidemment, surtout celles qui sont plus réactives et dont c'est plus efficace vont rejoindre justement ce milieu qui stocke. L'eau n'est jamais mieux stockée que sous nos pieds, en fait. Et donc, ce sera décisif dans ces prochaines semaines parce que la végétation va commencer à bourgeonner, à s'exprimer et à vouloir profiter de ces précipitations qui seront moins efficaces pour la recharge. Alors, il y a beaucoup de thématiques à aborder. On va en ouvrir une tout de suite grâce à Tam Tranui qui doit être juste derrière le rideau de Sens Public. Bonsoir Tam, on va parler des constructions des maisons puisque la sécheresse a aussi évidemment des conséquences très importantes sur ces constructions. Ça concerne beaucoup de Français. Et oui, en gros, vous avez plus d'une chance sur deux d'être concerné. Le phénomène, il est simple. En période de sécheresse, les sols argileux se rétractent. Et puis, lorsque la pluie revient, eh bien, les sols gonflent et cela endommage les constructions. Ça peut engendrer des fissures de façade, des déformations autour des portes, autour des fenêtres, jusqu'à des ruptures de canalisation. Ces dommages, ils correspondent à ce que l'on appelle le risque RGA, retrait gonflement des argiles. Et il touche exactement aujourd'hui 48% du territoire français, 10,4 millions de maisons individuelles, c'est 54,2% de l'habitat individuel en France. Et évidemment, quand on est propriétaire de ces maisons, la question c'est qui va payer les réparations ? Évidemment. Alors aujourd'hui, tout assuré paye une surprime, catastrophe naturelle, mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va être remboursé. C'est même un parcours du combattant, puisque seulement 50% des communes qu'il demande obtiennent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, parce que les critères météo à satisfaire sont extrêmement compliqués et très importants. Or, sans cette reconnaissance, c'est impossible pour les assurés de se faire indemniser en faisant appel au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, régime CatNat pour les intimes. Mais même si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, c'est là encore une loterie à la main des assureurs. D'ailleurs, seulement un sinistré sur 4 est aujourd'hui indemnisé. Et vous savez, même si tout le monde n'est pas indemnisé, le régime aujourd'hui risque de bientôt être déficitaire et donc plus du tout capable de couvrir les sinistres. Parce que les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Et oui, c'est la faute au réchauffement climatique. C'est ce qu'explique la sénatrice Les Républicains Christine Lavarde dans un rapport remis il y a quelques jours. Elle pointe avec ce régime CatNat un colosse au pied d'argile, je n'assume pas le jeu de mots. Le risque RGA, en effet, dit-elle, a augmenté de façon très importante. Il représentait 445 millions d'euros par an de 1982 à 2017. Puis, c'est 1 milliard d'euros par an entre 2017 et 2020 et entre 2,4 et 2,9 milliards d'euros pour le seul été 2022. Et si on regarde les prévisions, ça ne va faire qu'empirer. Le coût cumulé du sinistre sécheresse va tripler dans les 30 prochaines années par rapport aux 30 dernières. Et en 2040, les prévisions montrent que le régime n'aura plus assez de réserves pour couvrir les sinistres. Alors, face à ce constat, le gouvernement a présenté une ordonnance, c'était au début de ce mois.
Oui, et une ordonnance très très critiquée par le rapport des sénateurs, car cette ordonnance, elle prévoit d'abord de réserver les indemnisations aux sinistres les plus graves. Bon, alors ça rompt avec la logique assurantielle, mais surtout, il y a un risque, c'est que les assurés attendent que les petits dommages dégénèrent en gros avant de réparer, car ils seront alors seulement remboursés, donc ça coûtera encore plus cher. Autre point, l'obligation d'utiliser l'indemnisation pour réparer les dommages sur le bâti, alors que parfois, nous dit le rapport, il vaudrait mieux aller reconstruire ailleurs. Alors pour la sénatrice, il faudrait plutôt prévenir le risque. Elle donne 2 exemples très concrets. Vous pouvez par exemple installer un système de drainage autour des fondations pour empêcher l'humidité d'infiltrer les murs. Vous pouvez aussi installer ce que l'on appelle des barrières anti-racinaires qui empêchent les racines des plantes d'aspirer l'eau sous les fondations. Et elle conclut en disant qu'il faudrait une véritable stratégie nationale pour développer, financer des techniques de prévention. Et pour cela, il existe un fonds qui, paradoxalement, n'est aujourd'hui pas mis à contribution, c'est le fonds Barnier. C'est pourtant le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Elle parle aussi, par exemple, du 4e programme des investissements d'avenir. L'idée, pour elle, serait de se centrer sur les 50% des communes qui ont demandé à être reconnues en état de catastrophe naturelle, mais qui n'ont pas obtenu cette reconnaissance et dont les logements ne peuvent donc pas bénéficier de la fameuse indemnisation CatNat. Merci beaucoup, Tam, de toutes ces explications. Marie Pétenati, ça va devenir banal, ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire ce phénomène de sol qui se rétracte, qui se regonfle et donc de maisons qui souffrent. Alors le phénomène de retrait-gonflement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et c'est sûr que les pourcentages de bâtiments, de maisons qui ont été affectés par ce phénomène ces dernières années à cause de la sécheresse, c'est forcément accentué. Et donc, c'est un phénomène qui est assez naturel. Lorsque l'eau du sol s'en va, et bien l'argile se rétracte et ça affecte les bâtiments. Et c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être observé de plus en plus. Et sur des bâtiments déjà fragilisés, ça peut avoir des conséquences. C'est presque... C'est une question systémique, Frédéric Danet. Les assureurs vont plus pouvoir suivre, quoi. Alors c'est vrai pour ça et c'est vrai pour beaucoup d'autres thèmes qui sont liés au réchauffement climatique. Ils vont plus pouvoir suivre. Alors sur votre police d'assurance maison, à la case CatNat en 82, c'était 2%. Aujourd'hui, c'est 12%. La case catastrophe naturelle, ce qui montre une idée de l'évolution des indemnisations. Ce que veulent les assureurs, sans le dire vraiment, c'est qu'on en arrête avec le principe de solidarité entre assurés et que l'on stoppe le principe de l'arrêté de catastrophe naturelle qui, de la vie générale, aurait tendance à déresponsabiliser tout le monde. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il y aura un arrêté de catastrophe naturelle, donc je construis où je veux. Cela dit, les assureurs ont beau jeu de dire ça, parce que quand vous achetez une maison, vous les appelez, ils sont obligés de vous assurer. Jamais ils vous demanderont si vous êtes en zone inondable, si vous êtes en zone de rétractation des argiles. Cela dit, étant donné que le risque RGA, c'est le premier assuré en termes d'indemnisation, enfin le premier qui fait l'objet d'indemnisation, on peut se dire qu'à l'avenir, si vous voulez acheter une maison sur une zone à rétractation des argiles, il faudra vous assurer tout seul, avec une franchise énorme, avec des normes qui seront imposées par l'assureur, mais exactement comme en zone inondable. En France, on peut construire en zone inondable sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Au Danemark, en Hollande, c'est impossible. Vous voulez construire là, assurez-vous vous-même. Donc on oublie le principe de solidarité entre assurés au profit d'une meilleure application de la loi, ce qui revient, je termine, à une privatisation de l'application de la loi qu'aucun élu local n'a voulu faire appliquer. Et les assureurs vont même plus loin que ça. Quand vous allez sur le Cotentin, la plupart des digues des villes ne sont plus assurées parce que les assureurs ont estimé que les villes n'avaient pas fait suffisamment pour l'entretien de leurs digues, eu égard à la hausse du niveau de la mer. On y est déjà en fait. Alors on va parler d'agriculture maintenant, évidemment, chapitre très important dans ce débat. Vous avez vu quelques images dans notre sujet d'ouverture de cette manifestation aujourd'hui à Mont-de-Marsan, la FDSEA et les jeunes agriculteurs des Landes qui manifestaient contre une éventuelle réduction des volumes de prélèvement d'eau autorisés dans le bassin de l'Adour. Le département connaît lui aussi, comme tant d'autres, un épisode de sécheresse hivernale important. Je vous propose d'entendre la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, lors d'une conférence de presse de présentation avant le Salon international de l'agriculture. Elle dit l'important, c'est de pouvoir stocker l'eau de pluie quand elle tombe. Oui, c'est vrai, c'est une inquiétude. Personne ne veut revivre l'année 2022. Les agriculteurs ont déjà anticipé puisqu'ils ont semé plus de cultures d'hiver qui sont moins exposées au manque d'eau l'été. Mais nous avons besoin d'eau pour toutes les cultures, les prairies, les champs, les légumes, la vigne. On ne peut pas avoir d'agriculture sans eau, d'où l'importance aussi de faire des ouvrages pour le stocker quand elle va tomber en abondance, comme on sait qu'elle peut parfois tomber de façon diluvienne.
Mathieu Brun, stocker l'eau de pluie avec, alors là, il n'emploie pas le terme parce qu'il est devenu hautement polémique avec des bassines ou des méga-bassines, ça c'est sans doute une partie de la solution, je vais vous entendre là-dessus, mais si on essaye de prendre un peu plus de recul, c'est le modèle de notre agriculture qu'il faut réinventer, que certains sont en train de réinventer ? Sur la question du stockage de l'eau et de la gestion pour l'agriculture de l'eau, effectivement, Christiane Lambert a raison, on a besoin d'eau, de stocker de l'eau pour pouvoir ensuite l'utiliser. On peut utiliser les nappes, on peut utiliser des bassines, on peut réfléchir à ce genre de dispositif. La question est de savoir c'est pourquoi en fait, pour quelle production, vers quel objectif stratégique de nourrir. Est-ce que c'est pour nourrir des animaux? Est-ce que c'est pour faire de l'énergie? La question c'est vraiment de savoir le but de ces stockages d'eau et effectivement aussi qu'est-ce qu'on utilise comme eau pour stocker? Parce que tout à l'heure, on l'a bien dit, la terre est aujourd'hui très, très sèche et très aride. S'il se met à pleuvoir beaucoup, il n'est pas impossible qu'il y ait des problèmes aussi de ruissellement. Et donc, de l'eau, comme sur cette éponge qui était bien sèche, va finalement aller plus vite à l'évier que rester sur l'éponge. Donc, on a aussi des enjeux de gérer ces pluies qui vont peut-être être plus abondantes que prévu. Est-ce qu'il faut aussi envisager de changer les cultures au profit de plantes moins gourmandes en eau? On parle beaucoup du sorgho, cette plante qui est moins gourmande justement. Parmi les leviers qui existent pour adapter notre système agricole, et pour répondre à votre question aussi Thomas, oui, on a besoin de changer notre système de production, notre système de consommation et notre système de transformation. C'est une révolution copernicienne, effectivement. Mais on voit que ça passe pas forcément, enfin il y a beaucoup d'agriculteurs qui le font, mais il y a forcément, comme toujours quand il y a des transformations un peu rapides, parce qu'on est face à une urgence, ça grince aussi, ça proteste. On a certainement pris un retard important pour adapter notre mode de production agricole, pour trouver, comme vous le disiez, des nouvelles variétés, des nouvelles espèces. On peut imaginer, il y a énormément de leviers qui sont mobilisables. On a parlé encore cet été ensemble d'ailleurs du sorgho qui tend à se développer à la place du maïs. Alors il est adapté à certains contextes. On peut aussi essayer de faire de la recherche pour trouver des types de variétés de blé, de maïs ou d'autres pour essayer de résister à cette sécheresse. Par contre, dans le futur, 2030, peut-être même 2040, il y aura des cultures qu'on ne pourra plus produire dans le sud-ouest de la France. Il va falloir remonter un petit peu dans les géographies, dans les latitudes. Donc on a des leviers techniques, des leviers agronomiques. Puis je crois qu'on a en France la chance d'avoir un système de recherche entre les instituts techniques, l'INRAE, des fondations comme Farm ou d'autres qui peuvent participer à cet effort collectif de recherche. Marie Pétenati, je reprends ce que vous disiez et ce que disait Christiane Lambert sur le fait de stocker. Elle dit quand il y a des pluies diluviennes. Est-ce qu'effectivement, alors vous n'êtes pas météo, je sais bien, mais quand même, vous connaissez, si quelqu'un connaît bien l'eau ici, c'est vous. Est-ce qu'on a plus de phénomènes, effectivement, de pluies diluviennes? Et est-ce qu'elles viennent, je pose vraiment des questions de béotien et vous m'en excuserez, forcément recharger les nappes phréatiques ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Comme disait Mathieu, c'est-à-dire que sur un sol qui est très sec, qui n'est pas apte à recevoir l'infiltration, ces pluies, si elles sont diluviennes, ça va ruisseler. Et là, on va avoir des problématiques d'inondation qui posent vraiment des soucis dans le milieu urbain. D'accord. Donc il y a des solutions pour... Parce qu'effectivement, on se dit, là, il y a un capital d'eau à utiliser. Tout à fait. Il y a une solution, c'est de récupérer ces eaux de pluie là où on peut la récupérer. C'est-à-dire sur les toitures. Donc ça, c'est très ponctuel. Il y a beaucoup de grosses métropoles qui favorisent l'infiltration à la parcelle. On a travaillé sur aussi des outils d'aide à la décision pour comprendre quels étaient les sols les plus à même de recevoir et de réinfiltrer rapidement ces eaux de pluie en milieu urbain. Donc ça, c'est sous forme de cartographie, ce qu'on appelle les analyses multicritères. Donc on va identifier les parcelles et faire en sorte que l'eau qu'on récupère aille prioritairement vers ces parcelles, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Sur la région de Bordeaux, actuellement sur la métropole de Bordeaux, nous travaillons sur un projet de récupération des eaux de pluie à partir des bassins de ruissellement qui sont existants et pour une réinfiltration dans les nappes d'eau souterraine urbaines qui ne sont pas utilisées à des vocations d'eau potable pour la stocker en aquifère et ensuite la réutiliser pour des usages non potables. Donc tout ça, ça prend en compte l'aménagement du territoire et c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que ça met des acteurs autour de la table qui ne sont pas forcément uniquement des acteurs de l'eau, des acteurs du paysage, de la planification urbaine. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit
désiloter en fait les experts, les expertises. Arrêter que chacun réfléchisse et prenne des décisions dans son coin. Et pas non seulement au niveau des experts, mais aussi au niveau des financements. Nous étions il y a peu au CGLE à Rennes, qui est le colloque sur la gestion locale de l'eau, et on a beaucoup parlé, aménagement urbain qui se fait souvent à l'opportunité et pas dans un esprit de planification pour la transition, la transformation profonde. Et il n'y a pas d'antinomie avec le milieu urbain et le milieu agricole, parce qu'on essaye justement de limiter ces frontières et de voir comment on peut intégrer toutes ces activités et tous ces usages pour une meilleure gestion des ressources, mais qu'elles soient aussi de l'ordre de l'eau, mais de l'énergie alimentaire. On est dans ce qu'on appelle un peu le nexus. Il faut réussir à intégrer tous ces compartiments. Frédéric Danhé, parmi les écolos remarquables que vous avez rencontrés, il y en a qui inventent une autre agriculture ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont dans la marche du trait. C'est ce qu'on appelle l'agriculture dite de conservation des sols, c'est-à-dire compte tenu du fait que la réserve utile en eau des sols augmente avec la porosité des sols, si on ne touche plus au sol, c'est-à-dire si on ne les laboure pratiquement plus, et si on laisse la vie s'installer qui va labourer à toute petite échelle les vers de terre, les insectes, etc., les racines des plantes, si on couvre le sol en permanence entre les cultures, de façon à ce que le sol ne subisse pas les aléas du temps qui contribuent à une évaporation, un assèchement, effectivement, on augmente la réserve utile des sols. Cette agriculture fonctionne très bien. Le corollaire, c'est qu'à un moment ou un autre, comme on laboure plus, on ne désherbe plus mécaniquement, à un moment ou un autre, il faut pulvériser un peu de glyphosate. On peut pas raser gratis. Le bio, c'est très bien, sauf qu'au niveau des sols, c'est pas terrible. La conservation des sols, qui a plutôt mes faveurs parce qu'elle maintient la réserve utile en eau des sols, elle est obligée d'utiliser un peu de glyphosate. Et pour l'aider, les agences de l'eau aident beaucoup les agriculteurs à passer en conservation des sols. Mais ce n'est pas encore passé dans le langage commun des agriculteurs qui sont tenaillés par leur idée de faire du rendement pour du rendement. Ils sont nés dans cette culture. On leur apprend ça dans les écoles, dans les champs d'agriculture et dans les lycées agricoles. Mais on est en train d'y venir parce que, je termine là-dessus, la conservation des sols a un très grand mérite, c'est qu'elle fait faire des économies de carburant, des économies de tracteurs, des économies d'engrais, des économies de pesticides, sauf herbicides. Oui, c'est intéressant. Et puis c'est un peu surprenant d'entendre le mot glyphosate dans la démonstration, mais c'est bien, il n'y a pas de tabou ici. Il y a quand même une question, vous dites c'est dans l'épaisseur du trait. Bon, très bien. Donc pour l'instant, ça progresse, mais c'est évidemment très très minoritaire. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Mathieu Brun, est-ce qu'avec un nouveau modèle, on peut, parce que la souveraineté alimentaire française, elle est déjà un peu fragilisée, mais est-ce qu'on peut l'améliorer, la restaurer en changeant de modèle, en allant vers un modèle plus vertueux ? On peut aller vers ce modèle vertueux, mais ça veut dire de faire un changement de système qui va aussi jusqu'à nous, consommateurs, depuis le producteur. Il faut vraiment avoir une vision de cette transformation, de la semence jusqu'à l'assiette. Et la semence est essentielle aussi pour activer cette transformation. Donc on a besoin de travailler sur l'ensemble de la filière, l'ensemble des filières. S'agissant de la souveraineté alimentaire, si vous regardez un peu votre supermarché, vous verrez que beaucoup de vos fruits, vos légumes viennent de loin, des Pays-Bas, d'Espagne, etc. Donc il faut peut-être aussi changer nos propres modes de consommation. Et cette souveraineté est déjà extrêmement fragile. On n'a pas parlé d'élevage, on va peut-être le faire après, parce que c'est aussi un sujet très, très important en matière de gestion de l'eau. Et donc cette souveraineté alimentaire, cette capacité à répondre à notre besoin et à gérer nos dépendances, elle passe par une transformation de notre système alimentaire et notre système agricole. Ça veut dire faire venir d'autres cultures, mais ça veut dire aussi créer des filières de transformation. On a appris il n'y a pas très longtemps avec la Fondation Farm le cas des légumineuses, en faisant discuter chercheurs du Nord, agriculteurs du Sud de la planète, un peu du Sud de la France, parce que les solutions sont communes et qu'on peut partager des innovations. Et typiquement dans ce cas-là, les pois chiches, les lentilles qu'on apprécie tous, on devrait en manger beaucoup plus parce que c'est extrêmement vertueux aussi sur des questions de changement purement technique dans nos modes de production. Mais vraiment pour rebondir, et je trouve que ce que vous avez dit est très important, on a habitué, et moi je suis fils d'agriculteur, donc à trouver un problème, une solution, massifier et pas travailler sur la robustesse de notre système alimentaire et notre système agricole. On avait une agriculture qui était assez douloureuse sur le plan physique, maintenant elle va faire mal à la tête parce qu'il va falloir trouver des solutions adaptées à chaque contexte, à chaque culture, et donc plein d'outils sont disponibles. On a de la chance en France d'être accompagné, d'autres pays dans le monde le sont un peu moins, on en parlera peut-être. Donc ça c'est aller à rebours de ce qu'on fait depuis des décennies en France et en Europe.
On est plutôt dans une massification des solutions, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça exactement. C'est travailler plutôt sur une échelle territoriale, combiner l'approche filière et l'approche territoriale, l'approche territoire, pour bien comprendre les spécificités de chacun. Mais ça veut dire qu'il faut mettre tous les acteurs en musique, en fait, autour de ça. L'approche agronomique est beaucoup moins chimique et mécanique qu'aujourd'hui. C'est une agriculture agronomique qui, en plus, redonne le pouvoir de choisir aux agriculteurs, parce que c'est à l'échelle de la parcelle que les choses vont se décider. Ouais. Vous parliez des pays du Sud, justement, Frédéric. On va voir avec vous que la sécheresse, c'est aussi une question très politique, notamment à l'international. Oui, absolument. Qui est responsable, d'ailleurs, de la sécheresse? Qui est responsable du changement climatique? Et donc, qui doit payer? C'est une question qui traverse à chaque fois les négociations internationales. Elle est très concrète, cette question, au moment où, par exemple, la Somalie est écrasée par une sécheresse historique depuis 2020. Vous avez plus d'1 million de personnes qui sont déplacées à cause de cette sécheresse à l'intérieur même du pays, pour trouver des zones plus vivables. 30 millions de personnes touchées en tout dans cette corne de l'Afrique, dans cette région du continent. Alors qui doit payer? Effectivement, c'est la question qu'on se pose à chaque COP, et notamment la dernière. Les pays du Sud souhaitent que les pays industrialisés, qui sont donc responsables pour eux historiquement des émissions de CO2, de carbone, payent, mettent la main au portefeuille, à la fois pour rembourser les dégâts qui sont causés par ce changement climatique, la sécheresse, les inondations, la montée des eaux, rembourser les dégâts, mais aussi payer pour les investissements qui sont nécessaires pour prévenir les futurs impacts de ce changement climatique, par exemple construire des digues, etc. Parmi les voix qui s'élèvent, il y a celle du président kényan William Ruto, c'était il y a 2 jours. Nous sommes à un point où nous n'avons plus d'options. Le changement climatique est une réalité quotidienne dans de nombreuses régions du monde et la situation ne s'améliore pas. Elle empire si rien ne change, si nous n'avons pas une conversation honnête. Nous n'avons pas fait entendre notre voix clairement. Nous n'avons pas parlé de cela avec clarté. Nous n'en avons pas parlé assez fort. Nous n'avons pas parlé assez fort de cette question. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment forcément d'unité globale, chiffrée sur les montants, qui doit payer, comment répartir. D'ailleurs aussi parce que la notion de pays du Sud est très large, très vague et englobe des réalités totalement différentes. Parmi ces pays du Sud, vous avez certains pays qui sont très pauvres et qui ont très peu d'activités émettrices, d'autres qui sont plus industrialisés, qui sont plus responsables aujourd'hui des émissions de CO2. Et d'ailleurs, il y a un grand pays qui symbolise cette ambiguïté, évidemment, c'est la Chine. Ah oui. La Chine, on la met où? On la met où? Exactement, on la place où? On la place parmi les payeurs ou parmi ceux qui doivent recevoir des fonds, puisque c'est à la fois un pays en développement où le revenu par habitant est bien moindre qu'en Occident, et en même temps aujourd'hui c'est l'un des pollueurs majeurs de la planète en 2023. Tous ces débats donc restent à trancher. Dans le langage technique, on appelle ça les pertes et dommages. Il y a eu une discussion à la dernière COP sur cette question. Un premier accord d'ailleurs pour créer un fonds financier pour permettre tous les investissements dont on a parlé. Commentaire du secrétaire général de l'ONU à cette occasion, Antonio Guterres: ça ne suffira pas, mais c'est un signal politique indispensable. D'après lui, le sujet sera à nouveau en haut de la pile pour la prochaine COP en fin d'année, la COP 28 à Dubaï. Mathieu Brun, le protectionnisme de l'eau, il est déjà à l'œuvre dans certains pays. On n'y échappe pas. Et là, je sors de la France ou de l'Europe. Le protectionnisme de l'eau, vous voulez dire, Thomas, la manière dont on peut finalement mettre des barrières pour garder ses productions, parce qu'on utilise de l'eau pour produire, juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on entend. L'année dernière, l'année 2022, nous a montré comment est-ce qu'il y avait des tensions extrêmement fortes sur notre capacité à répondre aux besoins de notre population. Il y a des pays comme l'Inde, comme des pays d'Asie du Sud-Est qui ont mis des barrières pour pas que leur production sorte, parce qu'ils veulent d'abord répondre aux besoins de leur pays. Dans un contexte où l'énergie est chère et dans un contexte où la mer Noire, qui est une offre importante en termes de céréales, blé, maïs, etc., a largement surchauffé l'année dernière avec des prix qui sont montés très, très, très haut. Il y a des pays, vous avez parlé de la Somalie par exemple, qui dépend énormément, le Soudan ou les autres pays de l'Afrique, de la Corne de l'Est, de l'Est de l'Afrique, dépendent de l'extérieur pour leurs approvisionnements alimentaires, notamment du programme alimentaire mondial qui va chercher de sa nourriture, notamment en Ukraine, pour ces populations. Donc on a, et c'est pas une folie de chercheurs qui liraient une BD un peu utopiste, que d'imaginer des formes de conflictualité très fortes, avec des moments où on viendrait à mettre des barrières autour de nos pays pour se protéger, pour protéger notre alimentation et notre population. Si on regarde au sein de l'Union européenne, vers le nord, vers les Pays-Bas, on a une profonde transformation du modèle agricole, à cause de l'azote et des terres qui sont très, très
très rare. Les Pays-Bas, c'était le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. Et on dit, on va arrêter, en fait. On va arrêter ça et nos agriculteurs vont ne plus être agriculteurs parce qu'on va mettre en danger nos ressources et notre capacité à produire, à répondre à notre besoin. Ce qui veut dire que dans un monde qui se ferme, les risques de voir l'absence de coopération, l'absence de solidarité, elle est extrêmement importante. Frédéric Zandé, est-ce que on pourrait s'inspirer, vous l'avez évoqué rapidement, là, je reviens à la France et à un comparatif international. On parle de gestion de l'eau, de ce qui se fait dans les pays du sud de l'Europe. Alors il y a l'Espagne, il y a l'Italie, on peut aller un peu plus loin jusqu'en Israël. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont confrontés à la situation que nous on est en train de vivre depuis des décennies. Donc ils ont réagi. Ils ont réagi, oui et non. Alors le meilleur exemple, c'est Israël. Ils sont les seuls à avoir fait fleurir le désert, comme on dit, en utilisant l'eau au compte-gouttes, en réutilisant l'eau au maximum. On pourrait s'en inspirer, mais comme la Namibie, qu'on connaît mal, la Namibie a une agriculture. La Namibie est un pays relativement riche. Quand on s'y promène, notamment à Windhoek, la capitale, c'est assez surprenant de voir que l'eau est là. Et l'eau provient des toilettes qui a été recyclée. C'est d'ailleurs un industriel français qui gère tout ça. En France, on ne le fait pas. Oui, on peut s'inspirer des pays pour lesquels les ressources sont rares et qui ont développé ou bien une gestion à l'échelle ultra-locale de l'eau. Et là-dessus, on n'a pas trop à rougir parce que notre modèle de gestion, on l'a exporté souvent vers ses propres pays. Et puis, deuxièmement, un modèle de recyclage de l'eau, voire un modèle, la tendance ultime, c'est celle de l'Australie ou de certains États américains, où le compte tenu de sa rareté vaut très cher. L'eau est cotée sur un marché et si vous voulez de l'eau, même les pompiers, on l'a oublié, mais si les pompiers ont eu du mal à arroser l'incendie en 2018 en Australie, c'est parce qu'ils devaient la payer très cher et parce que cette eau a fait exploser sur le cours de la bourse de l'eau en Australie. Donc, on n'arrivera pas jusque-là, mais oui, ce que nous enseignent les pays du Sud, alors pas l'Espagne parce que c'est un mauvais exemple, justement. Pourquoi l'Espagne, c'est un mauvais exemple ? Mais parce que l'Espagne, c'est la boucle perverse de la bassine. J'ai besoin d'eau, je crée une bassine. Une fois que la bassine est vide, j'en recrée une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Globalement, ce modèle des méga-bassines dans des pays en manque chronique d'eau, c'est ce qu'a montré l'OCDE dans une enquête passionnante. Ce modèle ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne fait que déplacer le problème vers les générations futures. Donc il y a des contre-exemples et puis il y a des bons exemples sur le recyclage des eaux usées. En tout cas, vous l'avez dit, l'eau, c'est un problème politique et en France, on devrait s'en souvenir. Ça devrait être un sujet politique à l'échelle nationale et à l'échelle locale. L'eau devrait être, par exemple, ce sur quoi on adosse les plans locaux d'urbanisme. Il paraît aberrant aujourd'hui qu'un maire signe un permis de construire pour une zone d'activité commerciale sans se demander s'il y aura suffisamment d'eau, sans se demander si la centrale d'épuration est dimensionnée pour retraiter les eaux de ce futur aménagement. Ça devrait être un sujet politique. Ouais. Marie Pételazzi, je parlais tout à l'heure de la réunion, là, les ministres qui vont recevoir les 7 préfets des grands bassins français. Qu'est-ce qui se joue dans une réunion comme ça, en fait ? Vous disiez, chacun, on pense un peu trop dans son silo, les chercheurs, etc. Qu'est-ce qui peut ressortir de... Quel est le levier d'un État face à une situation comme la situation d'urgence dans laquelle on est ? Alors, ce qui joue dans ces comités d'anticipation et de suivi hydrologique, c'est déjà d'informer et de remonter l'information. Donc, sur chaque territoire, ce qui va se passer, c'est que chacun va aussi dire où en est la situation. Ensuite, il y a le BRGM, il y a Météo France, il y a aussi l'État des ressources en eau qui va être transmis. Et à partir de là, on va aussi mettre les outils à disposition pour comprendre et comment anticiper l'évolution de la ressource en eau sur chaque territoire. Parce que ça, c'est une affaire de territoire. Chaque territoire ne va pas avoir les mêmes problématiques et pas les mêmes aussi, la même économie, en fait. Et donc, les mêmes besoins en eau en fonction des différents usagers. On a des modèles qui existent et c'est là qu'il faut les développer de plus en plus pour comprendre comment la ressource va évoluer en fonction des précipitations, en fonction du manque de précipitations, en fonction aussi de la réactivité des sols, mais aussi des prélèvements. Et là, il y a un enjeu aussi lors de ces réunions sur la remontée de la connaissance sur les prélèvements en eau qui sont faits dans les différentes régions. Les besoins. Tout le monde n'a pas le même niveau d'information, c'est ça ? Tout le monde n'a pas le même niveau d'information et ces remontées d'informations, il y a un enjeu vraiment prégnant sur
le numérique, sur le stockage de la donnée sur lequel on travaille, la donnée sur l'eau. Et à partir de cette donnée, on pourra alimenter les modèles et aussi les futurs modèles d'adaptation au changement climatique pour comprendre quelles sont les solutions qui vont être les plus économes en eau. Je voudrais terminer, on a beaucoup parlé des eaux usées. Je vous propose un dernier témoignage dans ce premier débat. Le directeur du territoire de l'Aude pour Veolia qui justement fait ce comparatif entre la France et d'autres pays. En France, en fait, on utilise moins de 1% d'eau usée traitée, en fait, alors que si on regarde les pays à côté de chez nous, donc notamment l'Espagne, ils sont à peu près à 15%, l'Italie à 8%, parce que voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité, vu les épisodes de sécheresse qui s'accumulent au fil des années, de se projeter dans un futur qui pourrait être proche de ces pays, que ce soit l'Italie ou l'Espagne. Et il y a une vraie nécessité justement d'anticiper ces difficultés futures et de déployer ce type de solutions. Mathieu Brun, pourquoi on n'a pas cette tradition? Parce qu'on était bénis des dieux en quelque sorte avec le niveau d'eau qui arrosait la France. Ce privilège de l'abondance est quelque chose qui est assez fort en France et qu'on n'a pas su anticiper ces dimensions-là parce qu'on avait une abondance ou une soi-disant abondance d'eau. Mais ce privilège, il est terminé. En fait, il faut vraiment commencer à activement réfléchir aux moyens d'encourager, je mets plein de guillemets et d'hypothèses autour de ça, mais rapidement, cette transformation de l'agriculture et mettre tout le monde, y compris les financements et les financements privés. Mais utiliser des eaux usées pour irriguer ou pour arroser, ça suppose de gros investissements. Je sais pas qu'il faut. Enfin, c'est pas si facile à faire, c'est ça, Frédéric Danré? Il y a un marché pour eux. Après, il n'y a pas que la notion d'abondance. On est dans un pays pasteurien qui a développé une culture de l'hygiénisme qui interdit de toute façon d'aller utiliser. On l'a fait. Ah oui, c'est une espèce de blocage psychologique, quoi. Oui, mais on l'a fait un moment. Hein. Le maraîchage en Champagne, le maraîchage autour de l'Île-de-France était alimenté par les eaux usées parisiennes. Et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu quelques petites catastrophes bactériologiques, donc on a arrêté. Et on a mis tellement de normes aujourd'hui que c'est devenu impossible. Donc il faut un peu revenir en arrière et revenir, c'est notre révolution copernicienne, revenir sur l'hygiénisation à outrance. On peut accepter quelques niveaux de saleté dans l'eau avec laquelle on ira arroser nos cultures. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci. Un tout dernier mot, allez-y. Je tiens à dire qu'il y a une réglementation européenne qui rentre en force en 2023 là, sur l'irrigation et l'usage des eaux usées traitées, et donc avec des seuils et des normes en fait, par rapport à ces éléments pathogènes et qu'on devra décliner en loi française. Voilà, donc ça va permettre d'accélérer. Oui. Ça va encadrer. Espérons-le. Espérons-le. Merci beaucoup, encore une fois. Et Frédéric Danré, je vais rappeler le titre de votre livre, Rencontre avec des écolos remarquables, qui est donc publié aux éditions Delachaux et Niestlé.